Le dit ne va pas sans dire. Une émission proposée par Michel Fournier. Bonsoir, bienvenue sur Radio Pinode. Cette 6e émission à l'initiative de Michel Fournier, psychanalyste et médecin généraliste, mais pratiquant plus la psychanalyse, je crois, Michel, et exclusivement. Exclusivement. Et pour la première fois très féminine. Non pas une, mais 2 invités sont reçus pour Le dit ne va pas sans dire. Et je te laisse la parole pour présenter tes invités. Merci, bonsoir à tout le monde. Je reçois aujourd'hui 2 invités dont les pratiques professionnelles se trouvent à la croisée entre parole, corps et symptômes de ce corps parlant, ce qui suit bien le fil conducteur de nos émissions. Il s'agit d'Isabelle Fischer, psychomotricienne, et de Ghislaine Lazon, orthophoniste, travaillant toutes 2 à Mulhouse. J'ai souhaité leur donner la parole et pouvoir échanger des points de vue sur ce que serait aujourd'hui prendre soin de l'autre en général et dans leur domaine de compétences en particulier. Est-ce que les symptômes avec lesquels se présentent leurs patients adultes ou ceux qui poussent les parents à emmener un enfant à leur consultation ne parleraient pas parfois aussi d'autre chose que ce qu'ils laissent entendre de prime abord ? Enfin, partagent-elles l'idée qu'il s'agit de ne pas sauter trop vite sur une étiquette diagnostique simple et prête à porter, comme par exemple la grande rubrique actuelle des 10, dyspraxie, dyslexie, dyscalculie, etc., ou sur des classifications nosographiques floues, comme les troubles, ici du spectre autistique, là de l'attention avec hyperactivité, ailleurs encore sous l'étonnante acronyme TOP, pour troubles oppositionnels. Est-ce que s'opposer est désormais un symptôme de désadaptation sociale qu'il faudrait à tous les coups et dès tout petit supprimer, sans s'interroger sur ce qu'il sous-tend ? Dans vos pratiques respectives, mesdames, vous donnez-vous, au contraire, le temps d'envisager chaque situation à la lumière d'éléments pouvant paraître en marge, comme la biographie du patient, le contexte d'apparition des symptômes, l'origine de la demande, par exemple, en ayant toujours à l'esprit le souci de viser la singularité du sujet, et même si prendre ce temps-là implique de s'écarter de notions séduisantes comme l'efficacité, la rapidité ou l'uniformité des prises en charge. Ces simplifications et ces uniformisations apparaissent à beaucoup comme des rouleaux compresseurs inspirés de méthodes managériales et de logiques de l'économie marchande. Et on retrouve sans trop de surprise à l'œuvre dans la déshumanisation de nos sociétés ces mécanismes. Et pas seulement en matière de santé d'ailleurs. Je pense que soigner, même si d'aucuns rêvent de confier ça à une intelligence artificielle, demeure un art. Alors, madame la psychomotricienne, mettez-vous de la motricité dans le psychisme des enfants ou bien des pensées dans leurs mouvements ? Et vous, madame l'orthophoniste, remettez-vous les mots plus ou moins droits, comme dans les histoires du prince de mots tordus, ou tordez-vous le cou aux rabat-joie qui refusent les chemins de travers ? Je dirais encore juste quelques mots pour présenter mes 2 invités. Madame Fischer donc, est diplômée en psychométricité et exerce depuis 33 ans à Mulhouse, après s'être formée dans le sud-ouest de la France. Vous êtes venue travailler en Alsace dans les institutions d'un CMPP, Centre médico-psychopédagogique, et d'un CAMSP, Centre d'action médico-sociale précoce, pendant 25 ans. Vous êtes aujourd'hui installée depuis 8 ans en secteur libéral où vous recevez des enfants de tout petits jusqu'aux adolescents. Rappelons que la psychomotricité vise le développement, le retour ou le maintien des capacités psychomotrices d'un individu en prenant en compte sa globalité, quel que soit son âge. C'est une pratique qui laisse toute sa valeur aux interactions entre les champs de la parole et du corps. Et d'après ce que je sais, c'est bien ainsi que vous la pratiquez. Vous avez d'ailleurs une formation en cours qui s'appuie sur des repères de psychothérapie psychanalytique. Madame Lazon, pour sa part, vous avez été diplômée en orthophonie à la faculté de Nancy et vous exercez en secteur libéral à Mulhouse depuis 20 ans. L'orthophonie, qui renvoie étymologiquement à l'idée de parler droit,
On verra si un hypothétique parler droit ou parler redressé résisterait à l'expérience de la vie, ou si finalement on ne parle pas toujours un petit peu penché. Je pense là par exemple au lapsus. Alors, vous concernant, Madame Lazon, vous pratiquez un métier qui vise à accompagner les enfants et les adultes dans l'amélioration des troubles du langage oral et du langage écrit, dans les troubles de la voix, dans les dysfonctions oro-myofaciales, mais aussi dans les difficultés affectant le raisonnement logique, en lien ou non avec des affections neurodégénératives ou post-traumatiques. Vous m'avez confié que les formations que vous avez continué de mener ont fait évoluer votre pratique, notamment en laissant de plus en plus de place aux patients dans l'expression de ces demandes, en les accueillant avec le moins de jugement a priori, plutôt que de s'acharner à atteindre un objectif qui serait déshabité. Le chemin étant bien souvent plus intéressant que le seul point d'arrivée. Alors si vous en êtes d'accord, mesdames, reprenons ma première question. Isabelle Fischler, puis Ghislaine Lazon, comment entendez-vous chacune prendre soin de son prochain ? Alors, c'est une question qui est vraiment très intéressante. Il y avait un grand monsieur qui s'appelait Winnicott, qui était pédiatre et psychanalyste, je crois, qui disait que prendre soin, c'était aller à la rencontre de l'autre, de telle sorte que se réalise une rencontre, vraiment. Alors, moi, c'est quelque chose qui me parle bien, cette histoire-là. Prendre le temps d'aller à la rencontre. Ça commence déjà par le coup de téléphone que je reçois d'une maman, d'un papa, pour me demander une consultation pour leur enfant, puisque je ne reçois que des enfants, des petits ou des adolescents. C'est prendre le temps soit de répondre au téléphone, soit de rappeler ces parents-là pour écouter quelle est cette demande. Voilà, leur demander le nom, le prénom, l'âge de leur enfant et ce qui se passe. Je prends un long temps au téléphone, souvent, pour écouter cette demande. C'est déjà, pour moi, une chose qui est essentielle. D'ailleurs, je suis frappée que certaines mamans me disent « Je vous remercie de m'avoir rappelé », comme si c'était incroyable. Alors pour moi, c'est juste normal, et c'est déjà ça, prendre soin de l'autre. Après, prendre soin, c'est au premier rendez-vous, mais pas que au premier rendez-vous, l'arrivée dans la salle d'attente, quand je vais chercher ce petit patient avec son parent ou ses parents, c'est l'envisager, pas le regarder, l'envisager, m'adresser à lui demander comment il s'appelle, ou l'appeler par son prénom. Quand les parents ont dit qu'ils venaient me voir, lui demander comment je m'appelle, s'il le sait, faire attention s'il est venu avec un objet, une petite voiture, que sais-je, un caillou, il y en a qui cueillent des fleurs parfois, même en venant. Voilà, c'est être attentive à tout ce qui se donne à voir et à entendre. La psychomotricienne que je suis est attentive à ce qui se donne à voir au niveau des mouvements, au niveau de la manière d'habiter l'espace. Il y a des enfants qui se cachent derrière leur maman ou leur papa. Il y en a qui me regardent même pas et qui sautent déjà dans la salle de psychomotricité en cherchant des ballons. Enfin, c'est être attentive à tout ça. Et pouvoir en dire quelque chose, en faire quelque chose. Voilà, c'est aussi quand j'ai un tout petit, accueillir ce tout petit en se mettant sur un grand tapis avec les parents au sol, et puis prendre le temps de découvrir ce petit, de parler de ce qui se passe. Je suis très attentive à cette question de prendre le temps. J'ai des consultations qui sont très longues, mais pour moi, ce temps-là, il est précieux. Voilà. En moyenne, elle tourne autour de... Alors, j'ai reçu vendredi dernier une petite fille de 5 ans qui était envoyée pour des difficultés de séparation.
Elle avait vu une psychologue. Et cette psychologue avait conseillé de venir me voir parce que pensait que les différentes médiations que je peux avoir en salle de psychomotricité pouvaient être intéressantes pour cette petite. Je l'ai reçue pendant 2 heures. Voilà, ça a duré 2 heures, mais j'avais prévu, je savais que ça pouvait être compliqué pour cette petite d'arriver sans me connaître, de se détacher un peu de cette maman. Et du coup, j'avais bloqué 2 heures dans mon agenda. Voilà. Et c'était précieux, ces 2 heures. Cette maman est partie en trouvant que c'était incroyable. Sa fille était restée seule avec moi pendant 1 heure dès cette première consultation et acceptait de revenir. Voilà. Mais pendant ces 2 heures, il s'est dit des choses extraordinaires. On a pu prendre le temps. Cette petite était d'abord collée à sa maman, passait par elle pour lui demander des choses ou dire des choses. Et puis petit à petit, voilà, elle voulait mettre des choses dans la poubelle. Donc elle les donnait à sa maman pour que sa maman les mette dans la poubelle. Et puis après, petit à petit, elle a pu faire le tour de mon bureau et venir les mettre elle-même dans la poubelle. Et puis elle a accepté de sortir de mon bureau et d'aller dans la grande salle pour dessiner ou découvrir des jeux. Et puis, petit à petit, elle a accepté de rester toute seule avec moi. Et aujourd'hui, elle est revenue. Et pour une petite qui a des troubles de la séparation, elle est restée toute seule avec moi, voilà, pendant 1 heure. C'était la 2e rencontre. Et on a construit des tunnels, et des longs tunnels, où elle pouvait passer sous les tunnels sans avoir crainte de ne plus voir personne. Voilà. Elle se frayait déjà un chemin. Elle se frayait déjà un chemin. Alors pour moi, prendre soin de l'autre, c'est prendre ce temps de la consultation, prendre le temps d'écouter, d'observer et d'accueillir ce qui vient se dire et se donner à voir. Voilà. Et pour vous, Madame Lazan ? Eh bien, pour moi, il y a beaucoup de choses qui vont rejoindre ce que vient de dire Isabelle. Effectivement, ça va commencer sur les premiers contacts, de réussir à prendre le temps d'écouter ce que les personnes ont à nous dire par rapport à la plainte qu'elles vont avoir, que ce soit des parents par rapport à une difficulté que peut avoir leur enfant, des personnes adultes qui prennent rendez-vous pour elles-mêmes, puisque moi je vois aussi des personnes adultes, des aidants qui prennent rendez-vous pour la personne qui les accompagne. Et comme Isabelle, effectivement, ça arrive régulièrement que les gens remercient d'avoir pris le temps de rappeler, parce que c'est vrai que c'est parfois compliqué dans notre région qui est malheureusement très sous-dotée en professionnels médicaux et paramédicaux. Donc ce premier entretien par téléphone et ensuite le premier rendez-vous au cabinet qui est toujours plus long que les autres rendez-vous qui vont être proposés et pendant ce temps-là effectivement de prendre le temps encore d'écouter quelle est la plainte, d'écouter quelle est l'histoire du patient, qu'il soit adulte ou qu'il soit enfant, pour avoir finalement plus de contexte de comment se passe sa vie, sans forcément parler du trouble, de la plainte, du symptôme qui les emmène, parce que on a envie de recevoir en fait une personne dans sa globalité. Je pense qu'on n'accueille pas un symptôme dans nos cabinets et que ce mot de prendre le temps, enfin cette expression de prendre le temps est vraiment très très importante et je pense que le soin commence là. Et beaucoup de patients vont effectivement dire après le premier entretien qu'ils se sont sentis écoutés alors que ça l'était pas forcément ailleurs, qu'ils ont l'impression que les choses vont bien se passer et parfois même on peut sortir notre cap de super orthophoniste parce que les choses vont déjà mieux après le premier entretien alors qu'on ne pense pas avoir fait quelque chose de particulier, à part peut-être avoir juste écouté les personnes qui ont passé la porte de notre bureau. Voilà, après, prendre soin de l'autre, je pense que c'est l'accueillir dans son intégralité, prendre le temps et écouter. Alors justement, par rapport à cette écoute,
est-ce que, comme je le disais en préambule, la raison pour laquelle les patients viennent en premier, c'est-à-dire on pourrait dire ce qu'ils mettent sur la table ou ce qu'ils mettent en avant, finalement, est-ce que c'est ce qu'il y a de plus à travailler? Est-ce que c'est la moelle du motif de consultation, ou chemin faisant, vous vous rendez compte que ça se met en lien avec d'autres éléments de la vie du patient et de ses symptômes? Alors, quand on prend le temps d'écouter, ils arrivent en disant, alors chez la psychomotricienne que je suis, ils arrivent en me disant il est dyspraxique. Ça, c'est super expression, il est dyspraxique. Oui, ça, c'est la question de l'être. Alors, je dis non, il est Jules, ou il est Pierre, ou il est Jessica, ou Mira. Voilà. Mais les parents arrivent en disant il est dyspraxique, il est HPI, il est TDAH, voilà, toutes ces tribambelles maintenant d'appellations par des abréviations. Voilà. Mais quand on prend le temps d'écouter, on revient à toute l'histoire de cet enfant. En tout cas, c'est ce que je fais moi. L'histoire de cet enfant, comment il est arrivé, dans quel contexte, la grossesse, etc. Et les parents sont souvent très surpris que je questionne tout ça. Parce que, ma foi, quand l'enfant arrive avec un diagnostic de dyspraxie, parfois trouvé sur Internet, ou c'est la maîtresse qui l'a dit, où ils ont vu un neuropsychologue qui a dit qu'il était dyspraxique, par exemple, ou TDAH. Il s'agit de s'occuper de ce trouble-là. Voilà, Madame la psychomotricienne. C'est ça, oui. Voilà. Et moi, je reviens sur, c'est ce que disait Ghislaine avant, la globalité. Voilà, comment cet enfant a grandi, comment il a été accueilli, comment il est arrivé au monde, comment ça s'est inscrit dans l'histoire aussi de ses parents, de sa famille. Et puis aussi, comment les difficultés de cet enfant résonnent chez les parents, font écho aux parents. Je pense à un papa qui me disait il n'y a pas longtemps, vous savez, moi aussi j'étais maladroit. Vous savez, moi aussi j'arrivais pas à jouer au ballon. Vous savez, moi aussi j'arrivais pas à faire du vélo. Et une maman qui me disait mais vous savez, moi aussi j'avais du mal en français à l'école ou en maths, et on pensait même que j'étais débile ou déficiente. Et ça, c'est super intéressant. Et là, on arrive à se décoller un petit peu de ce qui est amené comme symptôme, pour en faire, pour le voir plus dans une histoire, dans l'histoire de l'enfant et dans l'histoire de sa famille, et comprendre essayer de comprendre en tout cas ce qui vient se dire là. Je prends le temps pour la première consultation, mais je prends le temps aussi des entretiens de restitution de bilan, parce que en tant que psychomotricienne, je fais des bilans. Un entretien de restitution, c'est souvent aussi 1h30 à 2h, mais c'est un gros travail, parce que voilà ce que j'ai perçu de toutes les compétences de l'enfant, parce que je souligne bien sûr toutes les compétences, des difficultés, on essaye de les mettre on essaye d'en faire une analyse aussi avec ce qui est vécu au quotidien, à la maison, à l'école. Et puis on regarde déjà comment ça résonne, tout ça, avec les parents et avec cet enfant. Et souvent, on est loin de cette toute première demande. Ouais, c'est ça. Je pense à ce que vous avez évoqué d'entrée de jeu au sujet d'un des motifs de consultation qui était un problème de séparation, je crois, vous disiez. Oui. Et là, je crois que c'est assez audible tout de suite que ça peut parler d'autre chose. De quelle séparation s'agit-il? Ouais. Et du coup, après, les séances vont permettre de continuer à travailler sur cette question-là.
Mais c'est toujours pareil. Quand on prend le temps de recevoir les parents et de questionner au-delà du symptôme, moi j'avoue que j'ai très peu d'absentéisme parce que dans cette réflexion qui est menée avec les parents et dans cet accueil de tout ce qui vient se dire et se donner à voir, eh bien on peut aller plus loin, voilà, et dépasser ce premier symptôme. Est-ce qu'en orthophonie, il y a aussi cette, je dirais presque cette autre scène, ce deuxième niveau ou ce troisième, enfin, où ces connexions comme ça, ces passerelles entre le symptôme de prime abord et comment ça s'intègre avec la globalité de ce que vous essayez de repérer? Alors oui, on retrouve en fait les mêmes approches au départ. Nous, on a beaucoup d'enfants qui arrivent parce qu'ils ont des problèmes de concentration. Aussi parce que la maîtresse ou le maître a posé un diagnostic de dyslexie, ou effectivement parce que le TOP arrive aussi, parce qu'il y a ces enfants à haut potentiel, etc. Et au départ, c'est la plainte. Ce fameux diagnostic où effectivement le symptôme, les gens viennent pour un symptôme. Donc de la même manière, le fait d'aller creuser un petit peu au-delà, je pense que c'est important pour montrer aussi, je pense, aux parents, pas forcément de leur montrer, de leur permettre de voir à nouveau leur enfant comme leur enfant, pas comme uniquement une personne qui exprime quelque chose qui dysfonctionne. Et je rejoins Isabelle encore dans le fait de prendre le temps, effectivement sur les restitutions de bilan également, pour montrer aux parents que l'enfant a énormément de compétences, qu'il est capable de faire plein de choses et que il est merveilleux pour tout un tas de choses, que oui, peut-être qu'effectivement il y a certaines difficultés qui vont nous amener à nous voir sur les prochains temps, mais pas que. Et c'est à nouveau d'ancrer cet enfant dans cette globalité dont on parlait tout à l'heure. Mais c'est vrai que parfois ça permet aux parents de les redécouvrir un petit peu, qu'ils regardent leur enfant différemment parce que ils les ont un peu stigmatisés finalement comme ça avec ces fameux fameux diagnostics. On rejoint l'étiquette de l'être, tu es ceci, tout ou à tu fait. as ceci. Oui, c'est ça, où on les définit par leurs troubles alors que ils sont bien autre chose de plus que ça. Et ils ne sont pas d'ailleurs leurs troubles, ils ont un trouble... Effectivement, la différence entre le verbe être et le verbe avoir. Ils empathissent, on pourrait dire, ils empathisent, oui, parce que ils ont un trouble, on retombe de nouveau dans le chose-trappe de l'avoir. Oui, quoi. c'est vrai, Ouais. tout à fait. Ouais. Ils le subissent souvent C'est parfois et ils vivent avec, ou on essaie de leur apprendre à vivre avec en tous les cas. Au fond, c'est repérer des compétences ou les remettre un petit peu en lumière, mais des compétences chacun à sa façon, quoi. Pas quelque chose de standardisé ou qui rentrerait dans une norme éducationnelle ou scolaire. Non, c'est ça. Je pense que l'idée, c'est chaque patient finalement puisse se rendre compte qu'il est un être humain comme les autres. Avec une particularité unique, peut-être. Unique comme tout le monde. C'est ça, unique comme tout le monde, exactement. Ouais, c'est ça. Oui. Moi, je pense particulièrement aux troubles de l'écriture. Voilà, j'ai plusieurs enfants, beaucoup d'enfants qui me sont adressés pour des difficultés en écriture, des dysgraphies. Voilà, encore un 10. Et je pense à une petite fille de 8 ans que j'avais reçue pour... des difficultés en écriture. Cette petite fille, elle avait tellement de mal à écrire entre les lignes, c'était impressionnant. Et elle nous demandait, à nous, de faire une lecture entre les lignes, justement, de ce qui se donnait à voir là. Elle évoquait cette pression
d'écrire entre les lignes pour répondre le plus parfaitement possible à ce qu'on attendait d'elle. C'est-à-dire qu'elle débordait ? Elle débordait au-dessus, en dessous. C'est ça. Et dès que sa maman était sortie, l'image de la petite fille sage volait en éclats pour montrer tout son esprit rebelle. Et en fait, c'était surtout la question de la rivalité fraternelle, de trouver sa place en tant que petite fille singulière dans cette famille où on attendait d'elle qu'elle soit une petite fille parfaite qui apprenait bien à l'école. Qui suive une ligne de conduite. Qui suivent la ligne de C'est conduite. Ça. Voilà. Et souvent, dans les troubles de l'écriture, il se dit bien autre chose, en fait. Voilà. C'est une sacrée trace, là, d'inscription, une tentative d'inscription de l'identité. Oui. Il y a des enfants aussi pour qui le fait de laisser une trace est compliqué. Je me rappelle d'un petit garçon qui avait une histoire marquée par beaucoup de ruptures et qui, pour lui, la question de laisser une trace était très compliquée. Ouais. Et quand on a pu travailler ça et s'amuser à laisser des traces, mais pas en écrivant, il a beaucoup évolué. Mais on n'a pas fait des lignes d'écriture, on a travaillé ça autrement. Je trouve qu'il transparaît dans ce que vous dites la question d'une sorte de décollage à devoir faire. Peut-être un décollage par rapport aux symptômes lui-même, mais aussi un décollage, je pense à ce que vous disiez, Madame Lazon, des troubles attentionnels, comme s'il s'agissait de décoller aussi l'enfant d'une hyper-attention à quelque chose, de lui ménager un peu d'espace pour qu'il puisse symboliser, s'exprimer. C'est un peu comme ça que vous le vivez aussi. Oui, on est souvent face à des parents qui sont sûrement un petit peu démunis et qui ont peur du vide, je pense, et qui ont peur de ne pas savoir quoi faire s'il n'y a pas une activité. Et donc les enfants vont être sans arrêt stimulés. Les parents vont avoir des demandes qui vont être terribles, je pense, pour ces enfants, en voulant qu'ils soient occupés sans arrêt. Et effectivement, ce sont souvent des enfants qui, au bout d'un moment, papillonnent énormément pour deux raisons, je pense. La première, c'est que ils n'ont pas le temps de soupirer, ni physiquement ni cognitivement. Et d'autre part, les rares fois où ils se retrouvent laissés sans activité, ils connaissent pas, ils ne savent pas. Ils ne savent pas quoi faire, ils sont complètement démunis. Donc c'est vrai que ça peut être compliqué pour eux. Oui, cette histoire de stimulation, d'hyper-stimulation, d'hyper-excitation, vous la retrouvez sûrement aussi beaucoup en psychomotricité. Alors moi, je la retrouve énormément. Pardon. Je la retrouve énormément. Je vois des parents qui emmènent leurs enfants au cirque, au karaté, à l'aïkido, voilà, un tas d'activités. Et quand ils viennent chez moi, ils ressortent, l'enfant ressort, t'as bien travaillé, qu'est-ce que t'as fait, etc. Il faut être dans le faire, il faut faire beaucoup de choses. Et rendre des comptes. Et rendre des quasiment, comptes. Et puis quand ils ont un petit temps libre, ils vont dans des structures avec plein des choses acrobatiques, du matériel gonflable, des piscines à balles, etc. Et ils sont surstimulés. J'ai vu un petit garçon, pas plus tard que cet après-midi, qui s'est posé sur mon tapis, et qui a 6 ans et demi, presque 7 ans, et qui avait envie de prendre la caisse sensorielle, avec un petit moulinet pour faire du vent, avec des petites billes d'eau pour plonger ses mains dans les billes d'eau, et il a passé 20 minutes à être tranquille. Il vient pour agitation, cet enfant. Et il a passé 20 minutes où il était tout tranquille à découvrir du matériel sensoriel et il était extrêmement paisible. Et c'était bon pour lui, ce temps-là. Voilà. Mais je crois qu'il n'a pas beaucoup le temps pour ça.
Alors, on va peut-être faire une petite première pause musicale et on reviendra après sur cette idée de la stimulation ambiante, de l'excitation et de jeux tout à fait simples, des moments un peu de calme par rapport à des choses qui paraissent très techniques et très, très excitantes au quotidien de ces enfants. C'était La Femme pour la chanson Va. Et le dit ne va pas sans dire sur Radio Pinode reçoit aujourd'hui. Alors moi, ça y est, je suis perdue dans les noms de famille. Je vais laisser Michel redire les noms de famille de nos invités. Alors on continue avec Isabelle Fischer, psychomotricienne à Mulhouse, et Ghislaine Lazon, orthophoniste également à Mulhouse.
Avant cette interruption musicale, on était en train d'aborder la question de l'excitation des enfants, notamment au quotidien, mais par exemple au travers de jeux, d'écrans et d'activités diverses où il faudrait comme remplir tous les espaces libres. Pour qu'il n'y ait pas de vide, disiez-vous aussi, Mme Lazon, il y a quelque chose comme ça d'une horreur, de l'effroi du vide, ou même pas forcément du vide, de l'écart, de quelque chose qui puisse faire un peu temps de pause. Ça, je suppose que vous le retrouvez beaucoup en clinique, et peut-être aussi la question de l'excitation des parents, parce que c'est pas seulement à l'étage des enfants que ça se passe. Madame Fischer. Complètement. Alors l'excitation des enfants, oui, on l'aperçoit déjà dès la salle d'attente. Parfois, quand un enfant arrive avec son parent ou ses parents, ça crie dans tous les sens et puis le ton monte. J'ai beaucoup de plaisir dans ces cas-là à les accueillir et à parler à voix basse, à chuchoter, et d'un seul coup, tout le monde se demande ce qui se passe, mais ça permet de faire redescendre la tension et la pression, parce qu'il y a une espèce de crescendo, aussi bien dans le mouvement que dans les cris, voilà. Et puis les emplois du temps des enfants qui sont... c'est impressionnant de voir les emplois du temps. Ils sont bondés, archi-bondés, déjà en classe aussi des fois. Il m'arrive de dire aux parents, vous savez, votre enfant finalement il fait plus qu'un plein temps, parce que vous travaillez à plein temps, mais vous le laissez le matin avant de prendre votre travail au périscolaire, donc il est déjà stimulé au périscolaire, il a sa journée d'école, il va déjeuner au périscolaire, il a sa après-midi d'école, il retourne au périscolaire, vous quittez votre travail, il est toujours au périscolaire, et vous allez chercher après. Donc c'est des journées qui sont énormes, sans parler après quand un enfant est TDAH, dyspraxique et toute la ribambelle de troubles, on l'emmène chez le psychomotricien, chez l'orthophonie, chez l'ergothérapeute, chez l'orthoptiste, etc., etc. Ce qui fait que il y a une surenchère, vraiment. Et je dirais qu'il y a aussi, je crois, une excitation des parents dans la quête aussi, cet enfant qui saute un peu partout, ou qui a plein de choses à dire, ou qui est un peu malicieux, ou qui n'apprend pas forcément bien ses leçons de français à l'école, etc. Ma foi, il y a une excitation pour savoir, mais de quel trouble souffre-t-il, cet enfant? Qu'est-ce qu'il a? Alors, il y a la tournée, j'appelle ça la tournée des popotes. On va chez tel spécialiste, et puis chez un autre spécialiste. Et on voit des enfants qui arrivent, des fois, ils ont déjà vu une ribambelle de spécialistes, et de kinésiologues, et de réflexologues. C'est impressionnant. Et voilà. en visant quoi, au fond? Parce que... ils attendent que le professionnel leur dise mais qu'est-ce qu'il a, cet enfant, et surtout comment on pourrait le réparer. C'est ça. Voilà. Comment on pourrait le réparer. Pour quoi faire? Pour qu'il soit opérationnel, efficace, parfait, comme il faut, parfait, idéal. Comme eux, je ne sais pas. Comme il projetterait. Comme il projetterait, certainement, qu'il soit. Et encore... Est-ce que ce serait bien? Est-ce que ce serait suffisant? Ça suffit? Voilà, ça, c'est une vraie question. Voilà. Alors, il s'agit dans toute cette excitation parentale, parfois au niveau des institutions, dans certains services aussi de consultation, on retrouve cette même excitation pour savoir, mais en fait, de quoi il souffre, cet enfant. Et alors maintenant, on a quand même, moi, depuis 33 ans que j'exerce, on a une ribambelle maintenant d'échelles de Conners, la DIR, enfin, il y a des échelles en tout genre où on va coter, chiffrer, pour voir, en fait, dans quelle rubrique il est, cet enfant. On ne sait pas si avec toutes ces échelles, on s'élève, ou on élève un peu le niveau de ce qu'il y a à entendre dans les symptômes. Je ne suis pas sûre, j'ai plutôt l'impression qu'on descend, en fait. Parce qu'avec une échelle, on peut aussi descendre. Et
en orthophonie, Madame Lazan, cette excitation parentale ou ce collage par rapport à des exigences qu'auraient les parents, est-ce que vous la repérez aussi? J'ai acheté une baguette magique. Ah. J'ai acheté une belle baguette magique que j'ai bien décorée. Ouais. Et quand les parents donnent en fait finalement un peu leurs attentes, ou qu'on comprend en fait que ce qu'ils veulent, c'est que ils voudraient que leur enfant soit, ce qu'on disait tout à l'heure, parfait, normal, comme les autres, comme eux, comme l'enfant idéal. Souvent, je leur dis que j'ai une baguette magique, mais que malheureusement, le mode d'emploi n'était pas livré avec. Donc, j'allais faire ce que je pouvais faire et que j'aurais besoin d'eux aussi, puis qu'on verrait où les choses nous mènent. Mais que l'objectif, c'était effectivement de voir au fur et à mesure et que leur enfant aille bien, mais qu'il n'y avait pas de solution toute faite et que sûrement que ça prendrait du temps aussi. La remarque, je la fais aux adultes aussi, qui viennent voir effectivement et quelquefois qui consultent une personne après l'autre. Il peut y avoir aussi de la surconsommation de professionnels et l'envie d'avoir des diagnostics auprès de différentes personnes pour qu'il y ait une solution facile. Un peu une solution miracle. Et là, c'est pareil, ma baguette magique me sert souvent. Alors, ça aide aussi à dédramatiser les choses parce qu'effectivement, ça surprend parfois les gens. Globalement, ça les fait quand même beaucoup sourire et ça permet d'abaisser le niveau de tension, en fait, par rapport à l'attente qu'il peut y avoir. C'est un peu comme la chute dans une blague, quoi. Ça fait une sorte de décalage. Oui, tout à fait. Une sorte de glissade par rapport à l'exigence de ce qui serait attendu. Oui. Me revient la question d'une certaine manière du rien ou du un peu moins ou du temps mort. Je pense à cette bande dessinée extraordinaire qui s'appelle Le Roi et Rien. Et voilà, je la conseille à ceux qui... Alors c'est vraiment pour les tout petits déjà, mais il y a plusieurs niveaux de lecture et ça place la question de l'importance du pas grand-chose, de moments où on peut souffler et qui n'est pas un objectif à atteindre. Parfois, quand un enfant arrive fatigué parce qu'il a eu une semaine juste improbable, je lui dis, tu sais, moi aussi je suis fatiguée, on va faire la sieste. Alors il me regarde avec des grands yeux, en se disant, mais c'est pas possible. Je viens là pour travailler. On pourrait faire la sieste. Regarde, j'ai des tapis, des coussins, on pourrait s'installer. Alors, bon, on fait pas la sieste, mais on peut se poser. Voilà, on peut se poser. J'aime bien parler de la salle de psychomotricité comme un espace transitionnel entre le dedans et le dehors, entre le dedans de soi et ce qui se passe au dehors aussi. Et dans cet espace transitionnel, on a le droit de se poser, on a le droit de dire qu'on est fatigué, on a le droit de ne rien faire aussi, des fois, ou juste de se mettre dans une toupie avec plein de coussins et de sucer son pouce, ou voilà, d'écouter un petit peu de musique, ou de respirer un peu, prendre le temps de respirer. Mais il y a plein d'enfants qui ne savent même plus respirer, ils sont dans cette espèce de tourbillon. Je le remarque aussi au niveau des parents. Alors moi, j'ai pas de baguette magique, mais parfois les mamans, les papas me disent écoutez, on peut venir le mercredi à 16h15. C'est le seul créneau. Alors je leur dis, vous savez quoi ? J'ai demandé au Père Noël qui me donne 4 mercredis par semaine, mais ça n'a pas marché, j'en ai toujours qu'un. Et j'ai plus de place le mercredi. Mais ça, c'est incroyable. Ils ont un créneau horaire dans la semaine parce que tout est occupé autrement. Voilà. Mais avoir le temps pour se poser et s'apaiser. Je suis frappée, je reçois beaucoup d'enfants qu'on dit hyperactifs. Il n'y en a pas tellement qui sont hyperactifs en fait. Parce que quand ils peuvent se poser, s'apaiser, prendre le temps de patouiller dans la piscine à pâte ou dans le bac à sable, ils se posent et ils s'apaisent, ces enfants-là. Voilà. Mais
je dis souvent aux parents, quand ils me parlent de l'agitation de leur enfant, je dis mais la question est de savoir qu'est-ce qui les agite. Qu'est-ce qui l'agite, votre enfant? C'est une vraie question. Alors, c'est une question que je pose pas, mais par contre, par rapport au fait de pouvoir laisser les enfants se poser, ces enfants, effectivement, qui arrivent avec un diagnostic ou pas de TDAH, avec ou sans le H, quand je commence mes séances, je leur demande toujours comment ça va aujourd'hui, qu'est-ce que tu me racontes depuis la semaine dernière, quoi de neuf? Et ces enfants qui arrivent souvent en gigotant beaucoup au départ sont très très mal à l'aise par cette question que je pose, parce que vraiment on s'installe à mon bureau et moi je me pose vraiment et j'attends vraiment. C'est un temps qui est important, je trouve, pour se dire bonjour avant de se mettre à faire ce qu'on avait prévu de faire, ou pas d'ailleurs. Et au fur et à mesure que les choses s'installent, que le temps passe, que les séances avancent dans le temps, je me rends compte que pour ces enfants, ça devient hyper important, ce fameux rituel où on prend le temps, encore une fois, de se parler, de se dire bonjour, de se raconter ce qu'on a fait, de rentrer en communication l'un avec l'autre finalement. Et ces moments-là, qui étaient des moments assez dérangeants pour eux et qu'ils exprimaient du coup par beaucoup de mouvements, ils bougent plus. Ils sont vraiment effectivement posés. Alors là, pas par du mouvement ou du temps de patouille, de repos, parce que dans mon bureau, j'ai pas tous ces éléments-là. Mais ils peuvent se trouver ce temps-là aussi, et je pense l'apprécient, apprennent à l'apprécier aussi et se rendre compte que finalement, c'est agréable. Alors, face à tant d'exigences comme ça, parentales et sociétales, finalement, le symptôme, on peut se demander comment il pourrait ne pas arriver, puisque c'est peut-être pour les enfants une espèce de soupape pour dire que quelque chose ne va pas complètement, qu'ils ne peuvent pas répondre à l'idéal parental ou l'idéal sociétal. Et... En vous écoutant, j'aurais presque envie de dire... tant mieux parfois finalement s'il arrive, parce que ça va peut-être permettre à l'enfant de faire entendre autre chose. S'il arrive le symptôme. S'il arrive le symptôme, oui. Ça va permettre à l'enfant, alors en espérant bien sûr que ce soit entendu, mais ça va permettre à l'enfant de faire entendre quelque chose de sa singularité. Et ça, c'est super important. Alors, bien sûr, il faut que ce soit entendu, mais c'est précieux. C'est très précieux. Alors, on refait une petite parenthèse musicale. Et qu'est-ce qu'on va entendre, Michel? Nous écoutons Norah Jones, Come Away With Me. Come away with me in the night. Come away with me and I will write you a song. Come away with me on a bus. Come away where they can't tempt us with their lies. I wanna walk with you on a cloudy day in fields where the yellow grass grows knee high. So won't you try to come away with me and we'll kiss on a mountain top. Come away with me and I'll never stop loving you.
Come away with me. Alors nous voilà à nouveau pour cette dernière partie d'émission, Isabelle Fischer et Ghislaine Lazon, psychomotricienne et orthophoniste respectivement. Qu'est-ce qui ne va plus dans notre société pour que les enfants soient si agités, ou les gens, puisqu'on vous recevez des adultes aussi, pour qu'il y ait cette espèce d'excitation symptomatique qui trouve peut-être comme ça le moyen d'exprimer un ras-le-bol ou une limite ou quelque chose qui ne réponde pas à l'exigence? Moi, j'ai été frappée. Je recevais, juste avant de venir à cette émission, tout à l'heure, un jeune adolescent de 11 ans et demi qui me disait « Mais quand je suis énervée, c'est normal que je crie, même sur ma mère, parce que voilà, c'est normal. Si je ne veux pas faire mes devoirs, c'est normal que je ne les fasse pas. Si je veux décider à la maison, c'est normal que je décide. » Et j'étais frappée de ça. J'ai dit, mais voilà, comment ça s'est passé quand tu as refusé de faire tes devoirs, quand tu as crié sur ta maman? Bah rien, il s'est rien passé. Que t'as dit ton papa? Rien. Voilà. Une espèce de je sais pas, normalité à exprimer ses émotions, mais il me dit, mais tu sais, c'est pas de ma faute. Si je suis énervée, c'est normal que je crie ou que je frappe. C'est pas de ma faute. Et comme s'il n'y avait pas il y a pas de cadre, il y a pas quelqu'un au-dessus qui vient contenir cet adolescent. Mais je le retrouve même chez des petits. On a l'impression qu'il n'y a pas de cadre rassurant. Il n'y a rien qui tient, en fait. Il n'y a rien qui tient. Il n'y a pas d'ancrage et il n'y a pas de cadre contenant. Ouais. J'ai parfois l'impression aussi que les parents n'ont pas non plus de cadre rassurant. Et effectivement, il est déjà arrivé, on avait un petit loulou au cabinet qui regardait la télé à toute heure du jour, de la nuit. Et ma collègue, en l'occurrence, disait au papa, mais vous savez que si vous voulez qu'il éteigne la télé et qu'il ne le fait pas à votre demande, vous pouvez l'éteindre vous-même. Et le papa est tombé des nues en disant, ah bon, je peux faire ça? Ben oui, vous êtes son papa, vous pouvez faire ça. Et c'est vrai que l'impression qu'on a, c'est que les parents ont peur de poser aussi ce cadre-là, que aujourd'hui, il faut absolument que les enfants aient tout, qu'ils puissent faire toutes les activités dont ils ont besoin, qu'ils puissent faire tout comme les autres, avoir aussi énormément de choses, et qu'il est interdit d'interdire à nouveau. Et les parents ne savent plus comment gérer ces enfants ensuite qui forcément dysfonctionnent, puisque je pense qu'un enfant est là pour chercher un cadre qu'il ne trouve jamais, donc ils vont continuer à le chercher à l'infini, et ça va donner des situations qui sont ubuesques parfois. Mais c'est vrai que je pense que beaucoup de parents ne savent plus comment faire et sont démunis de ce fait-là aussi. Alors ça, c'est un remplacement d'une société de consommation par une société de saturation. Hein. Il s'agit de saturer et de remplir tout vide. Alors, oui, pardon. C'est intéressant parce que chez les enfants qu'on dit hyperactifs, avant ils étaient instables. Il manquait de stabilité. Maintenant, on les dit hyperactifs. Ils ont trop de mouvements, trop d'activités. Ça rejoint ça. Alors, on arrive tout doucement à la fin de cette émission. Et oui. Et
Et il y aurait tellement de points encore à aborder. Enfin, on n'a pas parlé de l'omniprésence des écrans et de leur potentielle nocivité. On n'a pas abordé le lien sociétal dans l'économie de marché, dans cette espèce de forcing capitaliste à réussir et peut-être à générer tous ces symptômes. Alors, peut-être pour finir, je voulais vous demander à chacune, avez-vous toujours plaisir à exercer votre métier ? Comprenez-vous d'une certaine manière la désaffection des jeunes pour les métiers du soin ? Et voilà, je vous laisse la parole. Alors, plaisir à exercer, je dirais un grand oui. Vous disiez en préambule de cette émission, soigner est un art. Et chaque rencontre avec un enfant, même si je le vois depuis 2 ans, 3 ans, c'est à chaque fois une nouvelle séance, c'est à chaque fois une nouvelle rencontre. À chaque séance, c'est une nouvelle rencontre un petit peu. Et du coup, oui, moi j'ai toujours plaisir à rencontrer l'enfant, à rencontrer ses parents à travers les séances, à travers ce travail. Alors, un grand oui. Après, les métiers du soin, oui. Ouais, c'est compliqué. Un grand oui aussi. J'adore mon métier. J'ai jamais réfléchi à qu'est-ce que je pourrais faire d'autre. Je sais qu'il y a beaucoup de collègues qui ont envie de se diriger vers d'autres choses parce qu'elles ne s'y retrouvent plus. Bien sûr, il y a des contraintes, il y a des choses qui sont compliquées. C'est difficile d'être face à des demandes par centaines auxquelles on ne peut pas répondre dans l'immédiat, de devoir laisser des gens en attente. Mais effectivement, comme le disait Isabelle, ce sont des rencontres à chaque fois, ce sont des personnes différentes. Il se passe tellement d'aventures dans nos cabinets au fur et à mesure que malgré les difficultés qu'on peut rencontrer en accompagnant certaines personnes, notamment les personnes souffrant de troubles neurodégénératifs, on peut avoir des choses très difficiles parfois à gérer avec ces patients-là. Pour autant, ça reste vraiment un plaisir qu'on essaye beaucoup de partager avec nos stagiaires. Oui, justement, je voulais vous demander, vous avez l'une et l'autre des stagiaires ? Oui, Oui. Okay. Oui, effectivement. Alors, voilà, on arrive au terme de cette émission. Je vais laisser Michel conclure et remercier mes 2 invités. Vraiment, merci beaucoup pour ces moments aussi préparatoires à cette émission. Merci à vous. Merci à vous. Au moment des remerciements, nous remercions aussi Nicolas pour la technique. Le dit ne va pas sans dire est diffusé sur Radio Pinode et vagabondera sans doute sur d'autres ondes. Le dit ne va pas sans dire. Une émission proposée par Michel Fournier.